On va parler d'aérien maintenant, et évidemment, on suppose que l'hiver risque d'être très long pour les compagnies aériennes qui traversent la pire crise du transport aérien. Toutes ne parviendront sans doute pas à survivre, et le paysage de l'aérien ne sera assurément plus le même lors d'une reprise qui s'annonce très, très longue. À quoi faut-il s'attendre ? Qui seront les gagnants et les perdants ? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Marc Rochet. Marc, bonjour. Bonjour. Bonjour Marc, vous êtes président d'Air Caraïbes et président de French-Bee. Alors bien sûr, on est sur le voyage d'affaires, ce ne sont pas forcément vos clients, mais on vous a invité parce que vous êtes sans doute l'un des tout meilleurs experts du transport aérien, et je suis sûr que vous allez pouvoir, pour nos internautes, décrypter avec nous ce secteur et ce qu'il est en train de vivre. À ma gauche, on a le plaisir de recevoir Paul Chiambarito, bonjour. Bonjour. Paul, vous êtes professeur à la Montpellier Business School, professeur chercheur à Polytechnique, directeur de la chaire Pégase sur l'économie et le management du transport aérien, une chaire qui a été créée il y a près de 2 ans et qui commence à montrer des travaux très intéressants sur l'économie du transport aérien. On est ravis de vous accueillir pour la première fois avec nous. Et puis, en visioconférence, on a le plaisir d'avoir aussi à nos côtés Lionel Guérin. Bonjour Lionel. Bonjour. Bonjour, vous êtes le président d'Aéro Biodiversité, Lionel, mais on vous connaît comme l'ex-patron de Transavia et de Hop. On sait aussi que vous avez été toujours très impliqué sur les problématiques écologiques et le transport aérien. Ce sera évidemment l'une des thématiques que l'on abordera avec vous. Alors, comme pour les précédentes tables rondes, nous débutons par un petit sondage, une question posée aux internautes, à vous, nos internautes. Vous êtes déjà plus de 400, près de 450 en ligne avec nous. On va vous poser une question toute simple et vous aurez 45 secondes, je crois, pour y répondre. On verra les résultats en fin de table ronde. La question, elle est toute simple. Êtes-vous favorable au passeport vaccinal ? Oui, non, ne sais pas. 3 options, 3 réponses, c'est très simple. Mais évidemment, la question agite aujourd'hui le transport aérien. On sait que les autorités françaises n'y sont pas favorables, en tout cas pour le moment. Dans les métiers du voyage, dans les métiers du travel, on pousse manifestement à des solutions telles que le passeport vaccinal. Quel est, votre avis en tant qu'entreprise faisant voyager des collaborateurs ? On sera ravis de découvrir vos réponses. On reviendra évidemment sur ce sujet crucial avec nos invités, mais on va tout de suite afficher les chiffres fous du transport aérien en 2020. Vous allez les découvrir avec moi. Je les lis avec vous. Ils s'affichent à l'écran. 100 milliards d'euros de pertes pour le transport aérien en 2020. Je rappelle qu'il y avait 26 milliards de profits. On passe de 26 milliards de profits à 100 milliards d'euros de pertes. Le manque à gagner est absolument colossal, 350 milliards d'euros de manque à gagner sur un chiffre d'affaires d'à peu près 800 milliards d'euros. Le transport aérien a transporté 1,8 milliard de passagers en 2020. Il en avait transporté 4,5 milliards en 2019. Et puis 2 chiffres aussi qui en disent long en tout cas sur cette crise, avec une baisse de 40% des vols intérieurs et une baisse de 68% des vols internationaux. Marc Rochet, ces chiffres-là, c'est un truc de fou, c'est un truc de dingue que vous avez vécu. C'est une crise exceptionnelle. C'est la première crise de cette ampleur dans l'activité du transport aérien. Mais je pense qu'il faut quand même prendre du recul sur cette crise. Et je l'espère en tout cas sur une évolution favorable dans les toutes prochaines semaines ou prochains mois grâce à la vaccination. Bon, on y a laissé 4 ans de bénéfices, c'est des montants gigantesques, évidemment, on compte en milliards. On était parti pour, je le rappelle, depuis des décennies sur un trafic aérien en très forte croissance. Ça doublait tous les 15 ans, schématiquement, donc on allait passer de 4 milliards de passagers à 8 milliards. Donc qu'il y ait un plateau, une chute, ça repartira derrière. Je pense qu'il faut le relativiser et le transport aérien s'en remettra. La question, c'est cette crise va-t-elle servir simplement
à prolonger ce qui existait avant, donc tous les regrets sur les milliards perdus, ou est-ce qu'elle va servir à découvrir un nouveau mode opératoire, un nouveau client, comment nous allons traiter ce client, comment on va se transformer. C'est ça les vraies questions. 4 ans de bénéfices, l'histoire les effacera. On s'en remettra en tout cas, dites-vous. Paul Chiambarretto, l'impact de cette crise est terrible pour le transport aérien et la reprise s'annonce très longue. On parle de plusieurs années avant de retrouver les niveaux de 2019. Plusieurs années ? Alors tout à fait, il y a énormément d'incertitudes en fait sur les scénarios de reprise. Dès le mois de février-mars 2020, il y avait certains cabinets de conseil qui s'étaient lancés dans les scénarios de reprise. Alors toutes les lettres de l'alphabet étaient espacées, les scénarios de reprise en J, L, V, W, enfin on a eu à peu près tout. Globalement, on n'en sait pas grand-chose. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'incertitude et cette incertitude, elle est liée en fait au risque épidémiologique. Combien de vagues est-ce qu'on va avoir ? La vitesse de vaccination, un risque politique, légal, parce qu'actuellement, en fait, les grosses contraintes concernant le trafic aérien, elles sont générées par de l'incertitude sur l'ouverture des frontières, sur les quatorzaines, les septaines qui sont mises en place, et après sur la rapidité de reprise économique. Donc ça, pour l'instant, on manque de visibilité, mais le consensus actuellement dans le secteur consiste à dire qu'on serait sur un retour autour de 2023-2024, sachant que 80-90% du trafic pourrait être très vite récupéré, et c'est les derniers pourcents qui mettraient 1 à 2 années à arriver. Alors ces fameux derniers pourcents, est-ce qu'ils sont dus à la disparition éventuelle d'une partie du trafic affaires ? Parce qu'on dit, évidemment, nous, dans notre secteur du voyage d'affaires, qu'une partie de ces voyageurs d'affaires ne vont plus voyager au profit de la visioconférence. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat ? C'est la grande interrogation. Oui. Ce qu'on sait sur 2020, c'est que le voyage d'affaires a à peu près perdu 710 milliards de dollars sur l'année. Mais c'est essentiellement parce que les voyageurs d'affaires ne pouvaient pas voyager. Donc quand ils pourront revoyager, est-ce qu'ils voyageront ? Les visioconférences, on en a vu leur utilité pendant l'année 2020, mais on en a aussi vu leurs limites. Et finalement, toutes les études montrent que les visioconférences, c'est intéressant pour certaines réunions en interne, pour du suivi de projet par exemple, mais du lancement de projet, de la prospection, de la signature de contrat, on ne peut pas la faire sur Teams ou sur Zoom. On est obligé d'aller voir le client en vrai. Et les études montrent aussi que finalement, la confiance à l'intérieur des équipes, elle n'existe qu'à partir du moment où ils se sont vus en vrai, physiquement. Et seulement après, on peut faire de la visio. Mais commencer un projet directement sur de la visio, en fait, ça aboutit à rien du tout. Puis dernier point, et ça c'est le petit signe positif, j'aurais tendance à dire, c'est que on observe que ceux qui font le plus de visio, ce sont aussi ceux qui voyagent le plus. Et donc on a une fâcheuse tendance à opposer ces deux modes finalement de communication, alors qu'en fait ils sont assez complémentaires, ils peuvent se nourrir l'un l'autre. Marc Rochet, certaines études estiment à 20-30% la diminution des voyages d'affaires, la disparition peut-être des voyages d'affaires. Or j'avais vu un chiffre, Marc, une baisse de 1% de la fréquentation des classes business ampute de 10% les bénéfices des compagnies. Si tel est le cas, c'est catastrophique pour les compagnies. C'est catastrophique pour certaines compagnies. Ouais. Soyons clairs. Par rapport à ce qui vient d'être dit, effectivement, moi je suis plus optimiste que ça sur la reprise quand on parle de 2023 ou 2024, parce que nous on a vécu déjà 2 confinements. Alors à notre modeste échelle, celle de la France, on constate des choses. En juillet et en août, entre le premier et le deuxième confinement, le trafic VFR, Visit Friends and Relatives, trafic affinitaire, trafic familial, il a repris très vite. En juillet et en août, Air Caraïbes et French Bee ont gagné de l'argent, parce qu'on était sur ces trafics qui sont, entre guillemets, génétiquement les nôtres. Il n'y avait pas de tourisme. 15 janvier, actuellement, donc on a 1 mois de recul sur la période de Noël, non seulement le trafic affinitaire est revenu, encore une fois très vite, mais le trafic touristique est revenu, a commencé à revenir, et de façon forte. Par contre, le trafic business, il n'est pas là. Alors, dans le trafic business, par rapport aux chiffres et aux commentaires qui ont été faits, moi, j'en distingue deux types de comportements. Le premier, c'est effectivement tout ce qui a été l'essor considérable, quand même, de la visioconférence. Il y a plein de gens qui n'étaient pas des geeks, qui sont devenus des familiers de Zoom, de Google Meet, de tout ça. Deuxième chose encore plus importante, tous les réseaux ont tenu. Il n'y a pas eu effondrement des réseaux numériques. Ouais. Donc ça a marché. Alors, il y a des bugs, il y a des... Bon, mais ça a fonctionné. Donc ça, je pense que ça va rester. Deuxièmement, dans les comportements du trafic affaires, il y a effectivement le fait que une visio remplace pas un contact direct, face-to-face, pour signer un contrat.
Mais la visio permet plein d'approches, plein de réunions. Elle permet aussi quelque chose qui générait beaucoup dans le trafic affaires, c'était toutes les formations, le training, les échanges, les bourses, les corporations et toutes ces choses-là. Ça, c'est à l'arrêt aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que pour se déplacer, il faut trouver un hébergement. Il faut que vous ayez un employeur qui accepte de porter la responsabilité de votre déplacement. Et je peux vous dire, parce que nous, on avait un peu de trafic à faire, qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas le faire. Je vais vous donner un exemple concret, et je le cite publiquement. Nous, on est clients d'Airbus. On achète des Airbus, on achète des A350. Ça vaut quand même un peu plus cher qu'une baguette de pain. Aujourd'hui, si vous voulez aller à Toulouse en meeting, c'est très difficile parce que Airbus n'accepte pas de prendre la responsabilité d'accueillir des gens chez elle, voire les constater qu'ils repartent avec le virus. Donc derrière, il y a des problèmes insurmontables, peut-être exagérés d'ailleurs, mais c'est comme ça. Donc je pense que le trafic affaires, dit affaires avec toutes ses composantes et toutes ses contraintes, est très durement touché. Les autres trafics, ceux qui faisaient quand même 80% du trafic mondial, repartiront et repartent déjà vite quand ils ont une fenêtre qui s'ouvre. Alors, en termes de responsabilité et d'impact sur la gestion des entreprises, ça a des effets considérables. Les chiffres que tu as cités sont parfaitement exacts, sauf qu'il y avait deux catégories, pour faire simple, de compagnies. Il y a des compagnies qui ont besoin du trafic à faire pour vivre, voire survivre. Il y a celles qui n'avaient pas ou très peu de trafic à faire. Celles-là, elles repartiront beaucoup plus vite en sortie de crise parce que justement, elles ne seront pas suspendues à cette manne financière qu'était la recette et la haute contribution. Marc, on dit que la sortie de crise dépend de la vaccination. Est-ce que vous êtes, vous, favorable à ce fameux passeport vaccinal ? On voit que les autorités françaises, je le disais, sont encore très, très réticentes. Est-ce que vous, en tant que patron de compagnie aérienne, vous y êtes favorable ? Moi, j'y suis... en tant que patron de compagnie aérienne, mais aussi en tant que citoyen, très favorable. Je fais confiance à la science, je fais confiance à la médecine. C'est elle qui a porté le bonheur, le confort de vie que nous connaissons, l'allongement de la durée de vie, l'allongement en bonne santé de la durée de vie. Et donc, j'ai confiance dans la médecine. Le vaccin est une des solutions. Alors, qu'il y ait des gens qui n'en veuillent pas, ça se respecte et tout. Mais c'est à eux d'assumer la responsabilité. C'est pas à nous, collectivité, d'en porter cette responsabilité à leur place. Et ce que je constate aujourd'hui, et là je parle en tant que transporteur, c'est que les mesures sanitaires aujourd'hui sont très complexes, quasiment illisibles, et soyons clairs, presque inapplicables. C'est quoi le confinement à l'arrivée ? Expliquez-moi. C'est sous quel droit et quelle juridiction civile ou pas ? C'est quoi un test PCR, un test antigénique ? Comment on substitue l'un à l'autre ? Bon, les motifs impérieux. Bon, j'ai un papier, vous signez un papier comme quoi, effectivement, vous allez en Guadeloupe parce que vous allez soi-disant voir votre maman qui est très malade. Et arrêtons de rire. Donc je crois beaucoup au passeport vaccinal et puis modestement à notre taille, on a un exemple qui marche très bien. Air Caraïbes est très puissant sur la desserte de la Guyane. Pour aller en Guyane, il faut la fièvre jaune. Tout le monde le sait, tout le monde le pratique depuis très longtemps. Vous avez votre certificat passeport qui est de couleur jaune, dans lequel d'ailleurs il y a tous les vaccins, variole, choléra et tout, puis il y a 4 pages à la fin qui s'appellent « Autres vaccins ». L'outil existe, il suffit de s'en servir. Et puis les gens qui seront vaccinés voyageront dans de bien meilleures conditions, y compris pour les destinations réceptrices. Ceux qui ne seront pas vaccinés voyageront moins bien. À chacun d'assumer ses responsabilités. Moi, je suis à 100%. Oui, on va demander l'avis de Lionel Guérin sur ce passeport vaccinal, mais j'aimerais, Marc, d'abord mettre une petite pierre quand même dans votre jardin, puisque on parle de protocole sanitaire. C'est vrai que quand on voit à bord de certaines compagnies qu'on sort les plateaux repas pour tout le monde à la même heure, et quand on est un peu serré comme des sardines et que tout le monde est en train de prendre son repas, donc sans les masques évidemment, est-ce que c'est très raisonnable, ça ? C'est pas une pierre, c'est un tout petit caillou. Mais bon, ça c'est pour être un peu plaisantin. Ça tient à une chose qui est sans doute pas très connue, pas forcément très mesurée par tout le monde, c'est que l'avion qui vole très haut, l'avion qui en quelque sorte se déplace dans un milieu sec,
très basse température et avec beaucoup d'ultraviolets, est équipé lui-même de capacités de filtres qui sont extraordinairement puissants. Je vais pas vous abreuver de techniques et autres, ça s'appelle des filtres HEPA. C'est les mêmes filtres qui équipent tous les blocs opératoires. C'est la même technologie. Quand vous êtes dans un A350 d'Air Caraïbes, vous êtes dans un bloc opératoire. Donc forcément, les comportements à bord qui sont déjà très contraints, les masques, le gel, pas la possibilité de se déplacer massivement. On a arrêté les ventes à bord quand même, pour montrer qu'on a fait des choses. Bon, après, vous servez des plateaux repas qui sont sous film protecteur, les hôtesses ont des gants. On considère que ces mesures sont largement suffisantes. Et d'ailleurs, moi je parle pour mes compagnies, on a quand même une certaine taille, même si on n'est pas un géant du tout. Nous, on n'a aucun cas depuis mars, on n'a eu aucun cas de virus déclaré à bord, malgré le fait que des gens y étaient testés au départ comme étant porteurs du virus. On a essayé de pas les prendre, mais il y en a qui sont passés entre les mailles du filet. Lionel Guérin, pour revenir au passeport vaccinal, est-ce que vous, en tant qu'ancien professionnel du transport aérien, est-ce que vous y êtes favorable ? J'y suis tout à fait favorable pour les raisons suivantes. La première, c'est que on parle de redémarrage du transport aérien et on a besoin de confiance. Besoin de confiance dans l'application des règles administratives aux frontières et, comme l'a dit Marc, qui sont on ne peut plus compliquées et qui sont souvent peu applicables ou peu suivies d'effets après le vol, comme le confinement. La deuxième, les mesures sanitaires sont pas égales partout. Donc, effectivement, le vaccin va être la solution au cours de l'année 2021. J'espère que son déploiement sera rapide. Et ensuite, il faut faire un passeport vaccinal. Et je suis d'accord avec Marc, nous avons la fièvre jaune. Enfin, moi qui me déplaçais beaucoup, j'ai mon passeport jaune. Donc, il suffit de le tamponner avec le vaccin anti-Covid. Et puis, le problème ne sera pas réglé, mais sera beaucoup plus simple. Je pense qu'il y a un engouement actuel pour le vaccin, donc ça sera plus du tout un problème. Je pense que les autorités aujourd'hui disent c'est pas le débat d'aujourd'hui, parce que ça va être le débat dans quelques temps, mais je pense que l'aérien qui est toujours un peu en avance, on a besoin avant de cette application du passeport, avant toute la population qui aura lieu en 2022, mais le passeport sera fait. J'y suis intimement convaincu. Paul Chiambarito, on comprend la réaction des autorités françaises, c'est un peu un principe d'égalité. Tant que la majorité de la population n'est pas vaccinée, évidemment, on rechigne à mettre en place ce passeport vaccinal. Mais quand on écoute les uns et les autres, c'est qu'une question de temps. On va y arriver ? D'une certaine façon, c'est une condition qui est nécessaire pour la reprise du transport aérien. Et comme le disait très bien Lionel, il y a actuellement le frein au déplacement des passagers, qu'ils soient professionnels ou plutôt loisirs. Finalement, c'est l'incertitude, c'est le manque de confiance vis-à-vis des autorités. Parce que finalement, personne n'a envie de réserver un billet d'avion et des vacances ou un déplacement professionnel et découvrir une semaine avant qu'en fait, on ne va pas pouvoir se déplacer. Et aussi un manque de confiance vis-à-vis des compagnies aériennes qui, pour certaines d'entre elles, annulent les vols du fait de cette incertitude. Et donc, tout ce qui pourrait être fait, que ce soit le passeport vaccinal ou autre chose, pour faire renaître cette confiance dans le transport aérien, ce sera nécessaire. Et puis en attendant, à la limite, pour ceux qui n'ont pas de vaccin, on peut imaginer un système intermédiaire avec ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne le sont pas, avoir des tests PCR. Il y a des solutions intermédiaires qui peuvent être mises en place pour essayer de régénérer à nouveau de la confiance dans le transport aérien. Le vaccin, un dernier atout, c'est qu'on peut l'authentifier très rapidement. Alors qu'aujourd'hui, malheureusement, les chiffres circulent pas beaucoup, mais un papier qui dit que vous avez eu un résultat négatif à un test PCR, par exemple, il y a beaucoup de faux qui circulent, parce que n'importe quel jeune geek avec un écran PDF, il vous en fabrique un. Et donc ça, c'est un vrai problème qui est en train de prendre de l'ampleur. Donc je pense que le passeport vaccinal est en quelque sorte l'authentification qui va avec, quitte à la mettre sur un terminal portatif, c'est la voie de l'avenir. C'est même pas la peine de chercher à s'y opposer. Marc, on va traiter un autre sujet maintenant, c'est celui des gagnants et des perdants. Parce qu'on est devant un paysage de désolation, en tout cas aujourd'hui, dans le transport aérien. Est-ce qu'il y aura pour vous, au moment de la reprise, est-ce qu'il y aura des gagnants et des perdants, des compagnies beaucoup mieux placées, en tout cas que d'autres, pour repartir? Comme dans toute crise, à la sortie, espérons qu'elle soit la plus rapide possible maintenant, dans l'année 2021, peut-être début 2022, il y aura des grands gagnants, il y aura des perdants. Les gagnants, c'est à nos yeux
en tout cas c'est comme ça que nous l'estimons, ceux qui sont cumulés 3 avantages. Le premier, c'est d'avoir des coûts assez bas pour avoir des prix de vente billets qui seront à la baisse. Pourquoi à la baisse? En moyenne, évidemment, on raisonne statistiquement, parce que la clientèle qui va repartir, encore une fois, c'est les vacances, les VFR familiaux et les touristes. C'est pas le trafic business qui repartira en premier. Donc, il faut avoir une moyenne de recettes qui va baisser, donc il faut avoir des coûts compatibles avec ça. Je constate, alors évidemment, on me prête toujours des propos un petit peu provocateurs, je constate que être sous perfusion, généralement, vous pousse pas à vous réformer. Être sous perfusion permet simplement d'attendre. Bon, c'est pas la bonne solution. Et donc, les sociétés, les entreprises qui se préparent à cette baisse des recettes et donc à cette baisse de coûts seront parmi les gagnants. Deuxième facteur, il faudra être flexible. Pourquoi? Parce que on n'en a pas encore parlé, mais il y a un phénomène qui est en train de se passer, c'est l'évolution, mais fondamentale, du comportement des clients. Avant, un billet, prenons le cas du billet touristique, ça se réservait quand on était une famille, un couple avec 2 enfants, 4 personnes, déjà un petit budget quand même, ça se réservait 6 mois à l'avance. Aujourd'hui, ça se réserve 1 mois et demi à l'avance. Et Paul a dit tout à l'heure que, voire même, ça descendait en dessous. Nous, on le constate. C'est-à-dire qu'arrive chez French, on le constate. On est sur des délais d'engagement qui sont en dessous d'1 mois. Donc, 1 mois pour changer un programme de vol, mettre des vols sur telle route ou les enlever de tel vol, c'est être très flexible. Ça veut dire que toutes nos règles sociales, un peu trop protectrices, il va falloir les adapter. Il y en a peu qui sont capables de le faire. Donc c'est 1, des coûts bas, 2, de la flexibilité. Et la troisième chose, c'est quelque part, c'est ma conviction la plus forte, c'est que il y a des gens qui ont un cran d'avance sur tout ça, c'est les low cost. Alors on viendra après sur les vrais et les faux low cost parce qu'on mélange tout, donc il y a plein de faux low cost. Il y en a un dont on parle peu depuis quelque temps, mais qui fait l'actualité, c'est Norwegian. Bon, moi j'ai toujours dit, et je me suis pas m'en expliquer, que Norwegian c'était un faux low cost. Mais sur les vrais low cost, qui ont déjà ces atouts, ils vont repartir comme étant les grands gagnants de la crise. Alors, il faut pas les laisser partir seuls devant. Il faut qu'il y en ait d'autres qui partent avec eux et puis qui se battent pour aller chercher des clients, les satisfaire et les traiter en sortie de crise. Voilà comment on voit les choses. Alors, on va mettre des noms quand même sur ces gagnants et ces perdants. Ah oui, parce que c'est ça qui est intéressant, Marc. Quand vous dites, donc les low cost vont s'en sortir, évidemment, j'imagine que vous parlez des ultra low cost, des gens comme Ryanair, comme Wizz Air, qui ont procédé à des restructurations très fortes, ont baissé encore leurs coûts pendant cette crise, ont encore du cash disponible. Ils ont du cash disponible, ils en rentreront plus vite que les autres parce que quand ils vont relancer leurs ventes, quand les ventes vont repartir, ils vont rentrer tout de suite du cash. Et ultra low cost, c'est toujours un mot un petit peu provocateur, voire une ambiance un peu sulfureuse. Ce sont souvent des gens très efficaces. Je sais que ça fait pas plaisir à plein de gens, mais Ryanair est une compagnie qui a un fonctionnement économique, un fonctionnement de transporteur aérien extrêmement performant. Alors après, oui, le social et tout. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui compte? C'est repartir, redécoller, créer de l'emploi, porter de l'emploi, ou passer son temps à se dire quand est-ce qu'on reviendra au bon vieux temps. Non, le bon vieux temps, il est derrière nous, il faut l'oublier. Alors ça, c'est pour les ultra low cost. Les middle cost, celles qu'on appelle les middle cost comme EasyJet, est-ce qu'elles vont repartir un peu plus lentement que les ultra low cost? Elles vont repartir un petit peu plus lentement parce qu'elles ont des coûts un petit peu plus élevés. Et puis surtout, elles vont se heurter à des compagnies plus importantes, les grosses legacy, qui vont quand même essayer de sauver leur peau sur une partie de leur réseau, soyons clairs. Bon, je commenterai pas tous les choix que fait Air France. C'est clair qu'Air France, en diminuant... à tort ou à raison, c'est un autre débat, sa flotte court et moyen courrier, en réengageant Transavia à la place et tout, va essayer de se battre. Est-ce que se bat avec toutes les armes? Personnellement, je ne pense pas. Entre autres, la notion de multibase en Europe qui lui est toujours interdite par ses syndicats. Un low cost, il doit avoir un réseau maillé, donc un réseau multibase en Europe. C'est pas le cas de Transavia. Mais on voit bien qu'ils vont quand même essayer de résister. Donc EasyJet et Transavia vont s'affronter. À chacun de tirer la meilleure épingle de son jeu. Est-ce que ça veut dire, Marc, quand on vous écoute, que les grandes compagnies, les legacy, vont voir leur modèle se rapprocher un petit peu plus du middle cost type EasyJet?
performants vont chercher à baisser leurs coûts et vont chercher à se transformer. Je prends un groupe que je connais bien parce que j'ai eu l'occasion de travailler pour eux. Bon, IAG, qui est quand même plongé lui aussi dans la tourmente. Le squelette de rentabilité d'IAG, c'était l'Atlantique Nord, North Atlantic, pour British Airways, un trafic colossal sur ce réseau à haute recette et donc à haute valeur ajoutée, faisait sa rentabilité. Ils savent que ça en partie fondu au soleil. C'est ce qu'on a dit sur les trafics business. Je constate aussi que en pleine crise, IAG vient d'aboutir avec une renégociation musclée au rachat d'Air Europa. Ils ont divisé le prix par 2, mais ils l'ont quand même acheté. Donc, ils n'hésitent pas à investir, ils n'hésitent pas à racheter une autre compagnie, qui n'est pas la leur. Air Europa, c'est un autre groupe, à mettre de l'argent dessus. Pourquoi ? Parce qu'Air Europa, on le sait, a une base de coût plus basse, des avions plus taillés pour ce type de clientèle, plus orientés loisirs, VFR que business. Donc, IAG est en train de se donner les moyens de sortir de cette crise rapidement. Il faut du courage. Oui, il faut du courage parce qu'il faut l'expliquer à ses personnels, puis il faut l'expliquer aux politiques qui n'ont pas toujours envie d'entendre ce genre de discours. Lionel Guérin, vous êtes l'ancien patron, je disais, Lionel, de Transavia. Président fondateur. Président fondateur de Transavia et ancien patron de Hop aussi. On sait la difficulté aujourd'hui du groupe Air France sur le court et moyen courrier. Est-ce que l'avenir du groupe Air France passe aujourd'hui clairement par Transavia ? Si je peux me permettre, 3 petites remarques sur ce qui a été dit. Sur le marché, le redémarrage du marché, je partage votre analyse de Paul et de Marc sur le fait que la clientèle affaires repartira certainement un jour, mais dans longtemps et d'une façon modifiée, du fait du comportement, et notamment des Teams, des Zooms, etc., etc. Quoique, je pense que ça repartira quand même. Avec, j'ai regardé votre conférence précédemment, un rapport coût du voyage et bénéfice du voyage par les entreprises. Très clairement. On ne voyagera peut-être pas de la même façon payé par l'entreprise. Or, ça, c'est fondamental parce que les legacy tels qu'on les connaît, IAG, Lufthansa, Groupe Air France KLM, je peux citer les 4, ces 4 compagnies ont quand même en partie basé leur modèle long courrier sur le business, sur la classe business. Donc, si ça repart pas tout de suite, il va falloir inventer ou revoir le business model en sortie de crise. Donc, il faut utiliser cette crise historique pour renégocier d'une façon historique les coûts et le business model, les deux. Je pense que et les compagnies qui repartiront bien, c'est celles qui sauront utiliser cette période où il ne se passe pas grand-chose malheureusement pour préparer ce redémarrage-là. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est le moyen courrier. C'est le point à point, le moyen courrier, quand on parle des low cost. Pas du long courrier pour l'instant. On voit bien que l'affinitaire, le VFR, repart tout de suite. Il est reparti d'ailleurs en France, il est reparti en Europe, il est reparti sur les dom-toms. Et le loisir suivra quand il y aura un peu de confiance, le passeport, etc., etc. Et on voit bien que ce marché-là, qui fait d'abord du VFR, du loisir et un peu de business, il est capté par les low cost ou les middle cost. Là, j'arrive à Transavia. Transavia, on oublie de dire qu'il y a Transavia France, Transavia Hollande. Je pense que le groupe Air France devrait déjà rapprocher ces 2 entreprises au niveau de la gestion pour faire une compagnie plus grosse, même si elle le fait sur le plan commercial, mais au niveau de tous les jours, ce qui est compliqué. Elle devrait utiliser en ce moment cette période de latence pour baisser les coûts, comme ses concurrents, parce que ses concurrents travaillent, que ce soit Ryanair, EasyJet ou Volotea d'ailleurs. Volotea aussi est un concurrent, on l'a pas cité, qui commence à être très actif en Europe. Et pourquoi ils ont intérêt à travailler ? Parce que les premiers marchés dans le monde qui repartent, c'est les marchés domestiques. Aux USA, qui ne s'est pas complètement arrêté malgré la crise de la Covid. En Chine, il ne s'est pas arrêté. Enfin, il tourne le marché aérien. Il n'y a pas vraiment de marché européen, mais il peut y en avoir un quand même. Et puis le marché français, domestique. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai marché de démarrage. Et comme le disait Marc, il faut aller chercher le cash tout de suite pour pouvoir redémarrer et redécoller dans ces compagnies aériennes. Donc je pense que Transavia, oui, a de l'avenir.
Transavia, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est la taille d'Air Inter d'avant. Hein. Ça a énormément grossi. Peu de gens l'imaginent. Mais encore faut-il que les coûts suivent les autres, la compétition et le marché. Et dernier élément de comportement des passagers, il y a tous les indicateurs pour qu'en sortie de crise, les prix baissent considérablement des billets, parce qu'il y aura beaucoup de concurrence. Et puis, il y aura aussi un état économique qui demandera une baisse des prix. Donc, les coûts des compagnies doivent baisser. Ah, on va en reparler, tiens, de cette guerre tarifaire à venir. Est-ce qu'il y aura une guerre tarifaire ou pas? On va afficher tout de suite un petit tableau sur les coûts justement des compagnies, puisque vous nous disiez il faut absolument que les compagnies, notamment les grandes compagnies legacy, baissent leurs coûts. On voit ce que représente un passager par kilomètre, le coût d'un passager par kilomètre sur des ultra low cost comme Ryanair, c'est 3 centimes d'euros. Sur des middle cost, le coût d'un passager kilomètre, c'est 6 centimes pour une compagnie comme EasyJet. Et pour des grosses compagnies, là on a mis un avion Air France, mais ça pourrait être Lufthansa ou autre, on est entre 8 et 10 centimes. Donc en effet, là il y a certainement des marges à opérer. Et vous disiez que l'avenir, en tout cas, passait par une compression de ces coûts pour les grandes compagnies qui sont entre 8 et 10 centimes d'euros. Paul Chiambarito, est-ce que on parlait de la guerre tarifaire à venir, puisque la baisse des coûts, c'est l'un des phénomènes qui doit être relié à cette guerre tarifaire. Est-ce que vous y croyez? On a eu une table ronde sur l'hôtellerie précédemment. Les hôteliers sont convaincus qu'il allait en tout cas y avoir une guerre tarifaire hôtelière à la reprise. Est-ce que dans le transport aérien, on en est convaincu également? Alors, je ne peux pas parler pour tous les acteurs du transport aérien, mais ce qu'on observe quand on regarde un peu les statistiques sur les tarifs sur l'année 2020 par rapport à l'année 2019, en particulier sur la période post-premier confinement, ce qu'on observe en effet, c'est une baisse assez significative des tarifs. Alors, au niveau de la zone européenne, globalement, on était sur une baisse à peu près de l'ordre de 20% à peu près des tarifs. Sur les vols au départ de la France, en revanche, on était plus autour de 10 à 15%. Alors, il y a des écarts, finalement, quand même, d'une ligne à l'autre, d'un vol à l'autre, mais il y a quand même une baisse qui est significative. Et en fait, elle s'explique par tout un tas de facteurs. Le fait aussi que les compagnies continuent à avoir du mal à remplir leurs avions. Et donc, elles ont quand même une perte moyenne d'à peu près 15 à 20 points sur leur taux de remplissage. Donc, c'est quand même significatif. Et pour le coup, faut essayer de remplir au maximum son avion. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a d'ailleurs un décrochage assez net. Sur toutes les années pré-crise, finalement, assez logiquement, le tarif augmentait avec la distance. Et en fait, quand on regarde les prix sur l'année 2020, pour le coup, certes, la distance a un impact sur le prix, mais de manière beaucoup plus marginale. Et donc, on sent qu'il y a cette volonté d'attirer des passagers supplémentaires pour pouvoir les ramener. Et alors, après, peut-être juste un petit point sur une des remarques sur les grands gagnants et les perdants. Oui, il y a des gagnants, il y a des perdants, je suis complètement d'accord. Et je partage complètement l'analyse qui a été faite aussi bien par Marc que par Lionel, mais tous ne sont pas arrivés dans la crise avec les mêmes situations. Exact. C'est-à-dire que certains... Il y en a qui étaient plus solides que d'autres avant. Absolument, tout à fait. Et donc certains étaient prêts à affronter cette crise assez confiants, on va dire. Ils pouvaient quasiment tenir 6 mois sans activité, avec des coûts qui étaient très variables, et d'autres avaient à peine quelques semaines, parfois un mois, pour les plus chanceux, pour tenir. Et donc c'est vrai que les gagnants et les perdants, il y a quand même une forme de similarité avec les gagnants et les perdants avant crise aussi. Marc Rochelle. Sur la baisse des prix, juste un petit complément. Je souscris tout à fait aux chiffres de Paul. C'est ce qu'on a vu. Il faut pas oublier que dans le produit, les coûts d'une compagnie aérienne, le pétrole pèse quand même toujours assez lourd. 20-25%, on proposait selon les réseaux, les longueurs de... Bon, le pétrole a beaucoup baissé. Il a beaucoup baissé parce qu'il y avait une suroffre, surproduction, et puis parce que l'économie mondiale est quand même un peu plombée. Donc, cette baisse du pétrole, alors il y a des effets de couverture pétrole qui décalent de quelques mois, mais ça change pas le fond. Donc, aujourd'hui, on est dans un marché avec un pétrole qui, grosso modo, coûte... un minima 30 à 40% moins cher. Donc forcément, ça se répercute aussi dans les prix. Donc les prix de sortie de crise seront plus bas, plus bas, plus bas. Oui, forcément, ça c'est gravé dans le marbre. C'est mécanique, c'est gravé dans le marbre. Ou alors vraiment, faut que je change de métier. Après, ça dépend des routes.
en même temps, parce qu'il y a aussi des routes sur lesquelles les capacités sont très très limitées pour des contraintes légales. Et là, pour le coup, il y a plus de moins en moins. Oui, elles existent quasiment plus. Marc Rochet, avant de passer au volet écologique, un petit mot sur la consolidation. On parle dans l'hôtellerie aussi de consolidation. Est-ce que dans le transport aérien, il faut s'attendre à des rapprochements, à des rachats ? Alors, je sais que c'est un grand débat, que la logique voudrait qu'on dise oui à la question que tu viens de poser. J'ai quand même beaucoup de réserves. J'ai beaucoup de réserves alors on va pas rentrer dans tous les détails. Bon, même si le groupe auquel j'appartiens, le groupe Dubreuil, a déjà eu l'occasion de regarder 2 ou 3 fois ce type d'opération et qu'on a d'ailleurs décalé à chaque fois. Pourquoi ? Parce que, alors, sauf dans des cas très ciblés. J'ai cité IAG qui rachète Air Europa, donc qui va chercher une unité de production low cost, plutôt touriste, plutôt affinitaire, dans le marché espagnol. Bon, en dehors de ça, racheter une autre compagnie, c'est très très compliqué. Les mœurs sociales, les comportements, les équipes de management, l'influence, alors qu'ils ne devraient pas s'en mêler, des politiques, est quelque chose qui sature l'espace de réflexion, donc l'action. C'est permanent. Donc on passe son temps à discuter de choses qui, dans d'autres secteurs industriels, dans d'autres secteurs d'activité, se passent peut-être un peu plus rapidement, mais au moins qui marche. Nous, on est toujours en train de débattre de la poule et de l'œuf. Je n'y voyais aucune aussi ciblage particulier, mais on parle encore du mariage Air France-KLM qui remonte à des années, même plus de décennies. Est-ce que c'était bien? Est-ce qu'ils vont divorcer? Donc, les opérations de concentration, personnellement, j'y crois pas. La deuxième raison pour laquelle je suis très réservé, c'est qu'il y a beaucoup plus intéressant que la concentration. Il y a les start-up. Alors, quand j'ai dit start-up, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde, grâce aux décisions politiques qui ont été prises, où il y a beaucoup de cash. Il y a beaucoup de cash sur la place de Paris. Bien sûr. Les gars qui veulent lever 50, 100, 150 millions d'euros, ils les trouvent. Face à ça, vous avez une feuille de papier blanc, c'est ce que notre groupe a fait avec French Bee. Donc vous oubliez une grande partie du passé historique. Mermoz, c'est bien, la cravate noire, l'uniforme et tout, mais c'est quand même il y a très longtemps. Donc vous repartez d'une feuille de papier blanc. Troisième point, vous êtes dans un marché des avions, les bons avions, qui est complètement déprimé. Aujourd'hui, des A350, ils sont garés sur les parkings, des neufs. Des 787, ils sont garés sur les parkings. Donc, vous avez des avions que vous pouvez négocier dans d'excellentes conditions, avec des prix. Tout à l'heure, on a dit le prix du billet, il chute de 15 ou 20%. Je peux vous dire qu'il y a des prix d'avions qui ont baissé de beaucoup plus que ça. Et des bons avions. Et puis, vous avez des conditions d'emploi qui sont favorables à des recrutements. Quand je dis ça, je pense pas encore une fois au salaire, parce que ça omnibile la plupart des gens qui se portent sur ces questions. Mais avant, un frein au développement d'une compagnie, c'était de trouver des pilotes. Des pilotes aujourd'hui, il y en a beaucoup de disponibles. Donc, quelqu'un qui actuellement réunirait de l'argent, une équipe de direction qui tienne la route, ça c'est compliqué. C'est pas parce que je suis dedans, mais c'est quand même compliqué. Qui a des avions pas chers et des navigants et des commerciaux qui peut trouver facilement dans le marché. Là-dessus, vous ajoutez une couche. C'est même pas une couche, c'est vous intégrez une couche totale de digitalisation, vous faites un outil extrêmement performant qui peut faire vraiment beaucoup de bien dans le marché, de la concurrence, et je pense que c'est ce qui va arriver. Donc, pour dire simple et pour que tout le monde comprenne, entre acheter une vieille compagnie ou en créer une nouvelle, il faut en créer une nouvelle. Bon, écoutez, on suivra ça en tout cas avec grande attention. Et il y a des jeunes autour de la table, il faut qu'ils se lancent. Il nous reste une douzaine de minutes pour évoquer le volet écologique. C'est important, je voulais qu'on ait un large écho de ce sujet. Paul Chiambaretto, la crise a très clairement redonné de la vigueur aux critiques visant le transport aérien. Est-ce que les Français, dans leur majorité, sont sur la même ligne que ceux qu'on entend et qui sont en train aujourd'hui de viser très clairement le transport aérien ? Alors, personnellement, moi je reste convaincu que la majorité des Français n'ont aucun avis sur la question de l'impact environnemental du transport aérien. Ah oui. Et que finalement, comme toujours dans ces polémiques, c'est une minorité d'acteurs qui font du bruit. Qui font énormément de bruit. Avec exactement. des politiques qui C'est ça. Et qui font beaucoup de bruit alors qu'ils n'ont pas beaucoup de poids.
Et je pense que c'est ça qui est assez important. Après, la véritable problématique qu'on a sur l'impact du transport aérien, c'est que le transport aérien, c'est un secteur qui fait entre 2 et 3% des émissions de CO2 mondiales. Si on prend les effets hors CO2, c'est 3,5% des gaz à effet de serre, ce qui n'est pas grand-chose. On est très loin des 8-10% qui sont avancés par certaines associations. Et là, je parle des toutes dernières recherches qui datent de septembre 2020. Et en fait, derrière, on a 90% des Français qui surestiment l'impact du transport aérien dans les émissions de CO2. Et donc, il y a une méconnaissance qui est totale de l'impact, mais aussi des efforts qui sont réalisés par le secteur pour réduire son impact environnemental. Et donc, ça s'explique. Moi, ma conviction profonde, c'est de dire que le transport aérien, c'est un secteur d'ingénieurs, essentiellement, qui, face à un problème, voit une solution technique et qui, de manière générale, arrive à la résoudre. L'inconvénient, c'est que très souvent, ils n'en parlent pas. Ou en tout cas, le passager qui prend l'avion ne sait pas que quand il est dans un A350, il va avoir une consommation qui va être très très faible, de l'ordre de 2 à 3 litres au 100 par kilomètre. Enfin voilà, ces choses-là, les passagers ne le savent pas parce qu'on s'est toujours dit que ça ne les intéressait pas. Sauf que maintenant, en fait, il faut absolument leur en parler parce que sinon, ça va se retourner contre le secteur aérien. Moi, ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que les entreprises sont quand même, regardent ça de près pour leurs voyageurs d'affaires et ça va devenir manifestement déterminant quand même dans la gestion des voyages d'affaires, ce volet écologique. Alors, tout à fait. Pour les voyages d'affaires... Il faut faire attention de ne pas entrer dans le déni non plus. Alors, le but du jeu, c'est pas de rentrer dans le déni, loin de là, parce que je pense que les acteurs du transport aérien, puis même la société civile dans son ensemble, a bien conscience des problématiques et des enjeux liés à la transition environnementale. Et les entreprises en ont conscience. Tout un tas de compagnies aériennes mettent en place des systèmes de compensation carbone aussi pour les aider, en particulier sur les vols domestiques. Mais pour autant, en fait, ce qui est assez problématique, c'est vraiment que le transport aérien fait énormément de choses et en fait, ça se voit pas. Il y a un problème de communication. Il y a un véritable problème de... Alors, je ne sais pas si c'est de la communication ou de la pédagogie aussi. Plutôt de la pédagogie. Pardon ? Oui, c'est de la pédagogie. Plutôt de la pédagogie. Finalement, il y a énormément de choses qui vont être faites. Les émissions de CO2 par passager transporté en France, au cours des 15 dernières années, elles ont baissé de 25%. On ne le sait pas forcément. Personne ne le sait. 95% des Français ne le savent pas. Et voilà, il faut l'expliquer. Alors, ça ne veut pas dire finalement on donne un blanc-seing. Non, pas du tout. Il faut aussi dire qu'il reste encore des choses à faire. Mais le meilleur moyen d'encourager un secteur à aller encore plus loin, c'est de lui dire, on reconnaît ce que vous avez fait, et finalement, on vous donne encore plus de moyens pour accélérer votre transition environnementale. Et c'est pas en le taxant ou ni en le punissant. Nous, en le punissant, qu'on va aller dans le bon sens. On est bien d'accord. Lionel Guérin, Jean-Marc Jancovici, qui est président d'un think tank très, très influent, qui s'appelle The Shift Project, disait récemment « Il est totalement incohérent de vouloir lutter contre l'effet de serre si l'on permet par ailleurs l'augmentation du trafic aérien. » Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase ? Est-ce que la concentration des critiques aujourd'hui dont fait l'objet le transport aérien, est-ce que ça vous inquiète ? Est-ce que c'est normal ? Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Quelle est votre position ? Je connais bien Jean-Marc puisque j'ai travaillé avec lui par le passé. Et malheureusement, son initiative et sa phrase et son implication contre le transport aérien est devenue très sectaire. Et je mesure mes mots. Et à un tel point, c'est qu'il a entraîné des étudiants des grandes écoles aéronautiques, Supaéro, l'ENAC, dans un mouvement anti-aérien, ce qui est pour moi ce incroyable, puisque c'est quand même des ingénieurs qui font les avions et qui font la technologie et l'innovation. Donc ça veut dire que par rapport à ce que vous avez dit jusqu'à maintenant, oui, les Français sont peu intéressés. D'ailleurs, j'ai lu un sondage dernièrement où la majorité des Français ne voudraient pas se priver pour la planète, déjà. Oui, les entreprises, moi je l'ai vécu aussi quand j'étais aux affaires, les entreprises regardent de très près les compensations carbone, mais c'est toujours, c'est pas lisible, mais c'est vrai dans les contrats d'affaires. Et tout ça, ça vient d'un manque de pédagogie, comme le disaient Marc et Paul, mais ça vient aussi d'une certaine suffisance du secteur, je pense. Le secteur, jusqu'à maintenant, n'a cessé de dire « oui, mais on ne pollue pas beaucoup », ce qui est vrai. Et donc, ça lui a évité de communiquer.
Et dans les mesures Corsia, enfin, on ne va pas rentrer dans toutes les mesures du transport aérien, elles sont tellement techniques que si vous vous y plongez pas tous les jours, vous y comprenez rien. Or, tout ça, ça coûte, hein, ça va s'accumuler au cours du temps, et c'est assimilé dans le grand public comme étant encore un marché financier de CO2. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de la pédagogie, ce que vient de faire Paul, et pas la pédagogie par l'aérien, mais d'avoir des gens à l'extérieur, des scientifiques qui disent ça, qui disent que vous émettez que 3%, que vous réduisez régulièrement vos émissions de CO2, et que le transport aérien est quelque chose, c'est de l'innovation, enfin, c'est magique. Donc ça veut dire qu'il faut effectivement, comme le fait Airbus, il y aura un avion vert qui sortira dans 20 ans, 25 ans, 50 ans. Et donc il faut que le transport aérien soit efficace économiquement pour pouvoir acquérir et financer ces avions. Donc ça, c'est le premier point. Mais il faut aussi utiliser les médias que sont Une compagnie, c'est un média quand même assez puissant, puisqu'elle a des passagers à bord avec lesquels on peut communiquer. Moi, j'ai essayé de le faire. Je n'ai pas été écouté par mes pairs, mais il faut que les dirigeants des grandes compagnies communiquent avec leurs clients pour expliquer à leurs clients, parce que les clients, c'est combien ? C'est un pourcentage non négligeable de gens qui prennent l'avion. Dans le monde. Et il faut communiquer avec les clients. Et puis le deuxième point, je voulais aborder. Là, on parle beaucoup vous savez, c'est mon association. On parle beaucoup de biodiversité. Et là, on a fait quelque chose de très innovant avec le Muséum d'histoire naturelle, l'aviation civile, des compagnies et des aéroports. Et ça va prendre de l'ampleur cette année. Ça va prendre beaucoup d'ampleur puisqu'il y aura des labels qui vont sortir, etc. Et on s'aperçoit que quand on communique positivement sur des choses simples, mais basées sur la science, pas basées sur le transport aérien ou moi-même en tant que dirigeant, mais j'ai un président du comité scientifique qui est un normalien, qui est un biologiste, qui communique très bien et qui explique que les aéroports, c'est les dernières pleines réserves de biodiversité en France, en métropole. Et ça a une utilité publique, mais c'est très peu. Et quand les compagnies communiqueront avec ça, ça permettra de rendre plus positif, parce qu'il faut faire très attention à la suite. Merci Lionel. Aux jeunes générations. Je suis obligé de vous couper malheureusement, juste pour donner 30 secondes la parole à Marc sur le transport vert, parce qu'on est obligé de respecter un horaire. Très rapidement, je souscris tout à fait d'abord au propos de Lionel et au propos de Paul. Il faut faire de la pédagogie et les clients, au-delà de la communication médiatique, sont pas si soucieux que ça de ce problème. Au mois de janvier, sur la République dominicaine, on a fait 95% de remplissage aller-retour. Les gens, ils ont été se dorer au soleil, ils ont beau consommer du pétrole, ça les empêche pas de voyager. Mais, à l'inverse, notre responsabilité, toute la communauté, est très grande face à ce problème. On a eu, dans les années 50, il y a 70 ans, la responsabilité de la sécurité des vols. Un avion, ça tombait. Ça tombe aujourd'hui beaucoup moins. Le secteur l'a traité, la sécurité des vols. Après, il y a eu la sûreté des vols. Rappelez-vous, un avion sur Cuba, il y en avait un détourné tous les jours, ou sur le Moyen-Orient. Ça a été traité. On a mis des filtres, on a mis des process. On va traiter l'écologie. Nous, aujourd'hui, à notre modeste taille, 80% de mes avions opérationnels, c'est des A350, ça consomme 25% de moins. Il faut que dans 20 ans, on consomme encore 25% de moins, et dans les 20 ans suivants, on recommence. Donc, je suis sûr que notre secteur va le traiter parce que nous en avons la responsabilité et nous devons l'assumer. En tout cas, ce sera un sujet brûlant pour cette année 2021. Oui. Juste notre résultat de sondage, on a encore 10 secondes, notre résultat de sondage, on voit que vous êtes très partagé finalement. Il y a une très courte majorité sur le passeport vaccinal. C'est une vraie majorité. 51%, c'est une majorité. Si c'est un référendum, il est gagné. Certes, mais on est quand même à aller entre 37 et 38% de non. Donc il y a encore des progrès à faire. Et ceux qui ne veulent pas voyager n'ont pas besoin de passeport vaccinal. On est bien d'accord. On ne l'arrête plus, le Marc Rochet, on le connaît bien. Alors, en tout cas, je voudrais remercier nos intervenants, Marc Rochet, Paul Chiambaretto, Lionel Guérin. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette table ronde.